Donc, tout à fait. Alors, la partie 2 s'intéresse aux modalités. Quelles sont les différentes étapes pour vous pour mettre en place une coopération entre établissements socio-médico-sociaux ou entre associations? Alors, il y a la question de la rencontre. Je pense que l'humain est fondamental là-dessus. Après, il y a la question d'un diagnostic partagé sur l'objectif visé. Dans l'ordre de la rencontre, on doit identifier un ou plusieurs domaines sur lesquels on a un intérêt propre, on commence souvent par un objet. On fait un diagnostic là-dessus et puis après, on peut éventuellement définir des éléments. Parce que vous êtes dans le mot coopération. Hein. Oui. Donc, quand on touche une question d'ordre associatif ou d'établissement, il y a quand même beaucoup de périmètres à envisager. Collaboration d'associations. Si c'est un segment, là on est là, mais souvent on engage un peu plus que l'acte technique. On engage une partie de notre gouvernance, voilà. Donc jusqu'à quel niveau on peut, mais c'est la même stratégie quand on travaille en réseau, jusqu'à quel niveau on peut communiquer sur la culture d'entreprise, de valeurs, la gouvernance, cette sorte de choses, et jusqu'à quel niveau on va parler de définir, à un moment donné. Puis après la deuxième étape, dans la coopération, c'est pas de façon bilatérale, individuellement, un des acteurs de coopération, c'est de faire le SWOT. Hein. Dans une deuxième étape, le SWOT, on le fait rarement tout de suite à chaud. On identifie un point, on fait un SWOT pour voir jusqu'à quel niveau. Voilà, et après, la question de la coopération, c'est ça que je disais. C'est la traçabilité, donc l'engagement par l'écrit. En tant que directeur général, j'aurais tendance à vous dire que c'est obligatoire, mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc du coup, c'est bien. C'est une étape qui est souvent pas facile à gérer, surtout quand on n'a pas bien identifié dans le SWOT la capacité nous-mêmes d'engager. On peut avoir des réticences internes, mais surtout dans une posture un peu d'altérité, d'identifier en quoi il y aura des freins chez l'autre, quoi. Ça, il faut presque faire un double SWOT. Alors, on n'est pas prétentieux dans la coopération, mais il faut identifier ses propres limites et les limites de l'autre. Donc, ça, la question de l'écrit, ça permet l'engagement, ça désacralise certaines choses, mais ça sacralise aussi des. Ouais, c'est un support intéressant. Donc, du coup, comment fonctionne concrètement une coopération que vous pouvez mener avec d'autres associations en fait? Ces questions tournent autour de l'objet de la coopération, du type de tâches. Est-ce qu'il y a des réunions, un suivi, un contrat, des interactions? Bon, là, on est un peu en méthodologie projet. Il y a un chef de projet qui est déterminé de la coopération. Il est bien qu'il y en a un de chaque entité qui soit défini, interlocuteur. Et là, on est effectivement, ce que je citais un peu sur la méthodologie avec le SWOT, un certain nombre de choses. L'objet, la réunion, c'est bien qu'il y ait différents niveaux. C'est bien qu'on ait un chef de projet. De chaque côté, on a une direction sponsor qui garantisse la finalité du projet et qu'on appuie ça. Après, pour moi, l'idéal de la coopération, c'est que chaque niveau soit dans le même niveau de coopération, c'est-à-dire la décision politique, la décision quand elle a lieu d'être, opérationnelle, éventuellement opérationnelle, managériale, opérationnelle, technique d'intervention, enfin voilà tout ça. Donc ça me paraît être les étapes les plus importantes sur la question de la collaboration. La question d'identifier tout de suite un suivi de la collaboration, un comité de suivi ou des étapes. Sur la forme, je ne vais pas dire qu'on choisit l'outil qui nous convient le plus. On a des associations qui sont très sur la culture orale et le présentiel, on a des associations qui sont très sur l'écrit. On fait un petit peu avec cet accompagnement au changement ou cette acculturation quand deux organisations se rencontrent ou de services ou de personnes. Voilà. Sur ce qui est important, souvent, c'est de laisser quand même une unité de temps du comité, aussi bien de la phase projet pour la collaboration que du comité de suivi. Il ne faut pas surréagir, quoi. La tendance, c'est des fois dans la coopération, ah punaise, il n'a pas fait cette chose, forcément, ça veut dire qu'il ne veut pas coopérer, quoi. Une partie débrief à chaud, de toute façon, dans toutes les phases de travail, il y a une partie débrief à chaud, on a un élément, tiens, on travaille sur un projet, et aujourd'hui, voilà, forcément, on a des ressentis, des opinions. Puis après, une dimension factuelle, des briefs à froid, où on prend les éléments, finalement, il ne m'a peut-être pas transmis, mais moi, j'ai peut-être pas été clair là-dessus, donc je vais reformuler un certain nombre de choses. Voilà, dans la collaboration, il y a quand même beaucoup d'espace communicationnel à définir. Et Dieu sait que la langue française, elle est assez riche et elle est interprétée par chacun de façon assez particulière. Donc, c'est bien
Donc on a peut-être des supports de lexicologie. Si dans chaque collaboration il y avait 30 ou 40 mots sur lesquels on est à peu près d'accord sur la terminologie, ça pourrait être bien pour commencer un espace de collaboration. Mais c'est des techniques de communication qu'on trouve un peu partout, et la collaboration commence par la communication, qu'elle soit écrite ou pas. Donc voilà, la coopération, c'est comme ça que je la vois. Et après, une identification des ressources mises en place, parce qu'on est quand même dans un monde professionnel. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur la partie entreprise, la partie politique peut-être aussi, mais les conditions qu'on est capable de faire de chaque côté, l'engagement qu'on met réciproquement, une espèce d'équilibre dans la coopération, sauf si la coopération doit amener, c'est peut-être un enjeu de votre là, à une coopétition à un moment donné, ou à des enjeux qui dépassent la simple équité de coopération, quoi. Ok. Et quand il y a une coopération, selon vous, y a-t-il une répartition des tâches, et cette répartition des tâches, sur quels critères s'effectue-t-elle? Ce que je vous ai dit avant, je pense que c'est respectueux de la dimension statutaire de l'entreprise. Aujourd'hui, si je travaille sur un projet qualité de développement, avec des audits, il y a les deux responsables qualité qui travaillent, de direction sponsor, donc il faut respecter les équilibres internes quand on travaille en coopération. On peut, sur certains projets, créer des chefs de projet identifiés qui sortent de la communication, de ça. Mais dans chaque boîte et dans la relation, il faut bien définir pourquoi on nomme ce chef de projet. Aujourd'hui, un poste n'est pas fini. Il est identifié dans l'organisation, il permet aux gens de se repérer, mais il n'est pas fini. On peut avoir un responsable qualité, mais on a dans le secteur enfance, donc du coup, pourquoi pas que la responsable qualité, on a une personne qui vient depuis 2 ans et qui vient de travailler, enfin depuis 1 an et qui vient de travailler sur le thème, même si elle est chef de service d'un foyer, on pourrait la mettre sur une transformation de l'offre d'enfant, enfin peu importe. Mais aujourd'hui, on peut estimer qu'on a quand même une espèce de reconnaissance dans le travail de coopération, et c'est important, la question de la reconnaissance dans le travail de coopération, qu'il est 80% à notre délégation statutaire, quoi. Aujourd'hui, voilà. Si moi je commence en tant que DG à intervenir sur la prestation CESAD, la définition d'une séance ou de travail entre 2 CESAD, par exemple pour vous, je suis hors sujet. Par contre, si je viens vous soutenir parce que la directrice du Pôle emploi n'est pas là, ou parce qu'il y a besoin d'un rôle un peu plus haut stratégiquement, parce qu'on dépasse et que ça peut intervenir, oui, là je peux intervenir et être éventuellement de soutien. Mais quand on respecte les espaces et que normalement j'ai un niveau de communication suffisamment important à la directrice du Pôle emploi, je peux aussi lui expliquer quels sont les intérêts politiques, stratégiques de l'association là-dedans, et jusqu'où aller et jusqu'où ne pas aller. Oui. Très bien. Dans ce que vous avez connaissance, généralement s'agit-il de travailler à 2 établissements ou davantage, et pour quelles raisons? Même dans des relations à plusieurs, il y a toujours une dimension bilatérale à prendre en considération. Nous, aujourd'hui, au fil de la vie, sur un certain nombre de supports, on est souvent à plusieurs. On est plutôt engagé sur la question de la prestation, en tout cas, on prend ça peut-être qui est la priorité, on est plutôt engagé sur une question de maillage territorial, donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément 2 acteurs qui dominent un secteur d'activité ou autre chose, donc sur les CAM, sur EDIPA, sur le TND, on est sur plusieurs acteurs. Sur la partie gestionnaire, c'est pareil, on collabore aujourd'hui, moi dans le mandat, au niveau d'un pays ou autre chose, on est tous les DG de France, les représentants des régions, donc tous mes espaces de collaboration. Donc j'aurais tendance à dire qu'on devient quand même sur des réseaux pluriels plutôt que. Et ces réseaux pluriels viennent amener des collaborations qui peuvent être après réduites à 2 entités parce qu'elles ont un champ d'expertise. Mais là aujourd'hui, c'est une vraie question. Ce que vous posez comme enjeu. Parce que même quand vous animez une réunion à plusieurs, donc il y a des notions bilatérales, et quand des chefs de projet, chacun, en fait, il y a une pondération plus importante au coordinateur qui doit reconnaître la place de chaque entité au-delà de l'ensemble, mais dans leur individualité. Et ça, c'est important. Donc le collaborateur, il va dire, tiens, je coordonne, nous on avait le CAMS, les 3 CAMS, on a certes la question de maillage territorial, mais il fallait nourrir aussi l'intérêt de l'APF et l'intérêt du CAMS DMPP. On ne peut pas et bien sûr, au fil de la vie, et celui qui est émergent, vous avez une double fonction, et c'est pas toujours facile d'avoir une double fonction, l'exploitation et la coordination, mais c'est des fois mieux de ne pas mettre 2 acteurs identiques, pour bien que l'humain qui est quand même
agit par mimétisme ou pas, la représentativité d'une personne, avoir deux casquettes, c'est compliqué. Voilà. Projet de santé, on est sur plusieurs acteurs, un certain nombre de choses. C'est pas pour ça que ça ralentit le projet. Y a-t-il des règles que vous respectez en cas de la relation? Est-ce qu'il y a toujours une convention que vous signez? Est-ce qu'il y a toujours un contrat? Aujourd'hui, au fil de la vie, le diagnostic est non. Le souhait serait oui, mais il y a un déséquilibre entre le développement et ça c'est en lien avec ma stratégie managériale, très clairement, entre les ressources liées au développement et les ressources liées à la structuration du développement. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plus d'initiatives et plus de liberté, parce qu'on est aussi dans un principe. La convention a un double rôle, elle permet de contrôler, de cadrer. Aujourd'hui, au fil de la vie, il y a un certain nombre d'actions qui ne sont pas... Je ne suis pas dans une fonction reporting permanente où j'ai mon support qui fait, voilà, les enjeux majeurs sont conventionnés, les enjeux mineurs ne sont pas forcément conventionnés. Et relèvent, en tout cas s'ils devaient l'être, de la compétence de la personne en direct. Tout n'est pas hyper centralisé. Aujourd'hui, vous faites un forum, vous l'avez fait vous avec le CESAD, enfin le Pôle enfance là. Si une convention est, c'est pas au directeur général d'écrire la convention. C'est le Pôle enfance, donc la directrice du Pôle enfance. On intervient là-dedans, on intervient gratuitement et on va aborder les thèmes suivants. Donc, si conventionnement, ce que je trouve intéressant dans le conventionnement, c'est la question effectivement de l'engagement, c'est la question de la mise en place du comité de suivi, de l'évaluation du dispositif. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que chaque acteur soit dans une méthodologie où il intègre un support écrit qui soit en convention ou en contrat. Et que du coup, ça responsabilise forcément les différents acteurs signataires, mais surtout ça l'invite lui à ce que ça ne soit pas juste une image à un temps T, mais un document support qui va permettre l'évaluation continue, quoi. Donc aujourd'hui, le diagnostic au fil de la vie est, à mon sens, insuffisant. Est-ce que selon vous, un même établissement social et médico-social ou une association gestionnaire peut collaborer avec une autre association ou un autre établissement et préparer simultanément un projet de concurrence avec cet établissement ou cette association? Alors, est-ce que vous pouvez répéter juste la question pour être sûr que je vous réponde? Parce que c'est la concomitance finalement de la concurrence et de la collaboration, oui. Avec un même acteur. Alors, ça revient à ce que je vous disais en introduction lors du précédent entretien, la première partie. Ça pose la question de l'ensemble et donc de l'amalgame ou de la puissance ou autre chose. Aujourd'hui, nous avons des délégations. Il se peut qu'il y ait concurrence, complémentarité, collaboration active sur une nature de prestation et presque une opposition sur la partie gouvernance. En quoi les éléments sont raccords? Si on est dans un travail de collaboration, moi en tant que directeur général, j'ai une mission, par exemple si on prend mon exemple, imaginons, on va prendre un exemple pour être plus précis, en quoi deux CESA peuvent travailler en collaboration, c'est ça? Collaborer entre eux et préparer simultanément un projet en concurrence. Voilà. Mais c'est les mêmes acteurs ou c'est d'autres acteurs? Je n'ai pas de votre question. C'est un même ESMS collabore avec un autre SMS. Je vais prendre un exemple concret. Oui. Là, aujourd'hui, avec EDIPA, on est en coopération, et c'est une vraie coopération, puisque c'est une réponse qui s'appelle un projet conjoint EDIPA avec le CMPP CAMS et le CAMS APF. Oui. Demain, par hasard, tombe une extension de 15 places pour les CAMS du Haut-Rhin. En fait, c'est un appel à projet sur le territoire du Haut-Rhin. Il y a 15 places d'ouvertes. Est-ce que vous y allez seul, vous y répondez seul, ou est-ce que vous, bien qu'étant engagé sur EDIPA, qui est un autre, ou est-ce que vous allez spontanément chercher la collaboration des deux autres SMS et répondre conjointement à ces 15 places? C'est ça la question de la coopétition, en fait. La question fondamentale que vous citez, c'est qu'il peut y avoir les deux dispositifs conjoints. La position personnelle que j'ai, c'est que si sur le premier, en collaboration, dans tous les actes, en tout cas d'un certain niveau d'importance, on va dire tout ce qui est jusqu'à N-2, c'est-à-dire pour moi sur tout ce qui est fonctionnement de service, pas sur la trajectoire des usagers, sur le fonctionnement de service, établissement ou pôle et services, toutes ces fonctions-là,
S'il y a eu un EDIPA, il y a eu une rencontre politique. Je vous donne mon exemple. S'il doit y avoir, donc il y a un aval technique du terrain, un aval politique, sur la concurrence, il y aura une rencontre politique. Coup de fil en disant, voilà, il y a un appel à projet qui est sorti, moi je me positionne dessus, je prends tout. C'est pas forcément ce qu'on appelle. Là, la question, est-ce qu'il y a une concurrence la question, peut-être en termes de reformulation, est-ce qu'il y a une concurrence sous-marine ou une concurrence directe? Est-ce que la concurrence nécessite la dissimulation? Oh non, c'était pas ça la question. Vraiment, la question, elle se base dans le précepte de base. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes capable d'y aller tout seul, même si vous les prévenez. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci sur cette question-là. Par contre, les valeurs de l'entreprise dans les deux segments, la collaboration. Parce que quand je porte un projet de façon collaborative et que le projet se dégrade, il touche l'image des trois. Hein. On en est trois. Et si je suis porteur en plus, il touche encore un peu plus moi. Donc l'explication de texte, elle se fait techniquement et politiquement sur l'engagement. Donc du coup, sur les deux questions, je suis capable de le faire, mais avec les valeurs au fil de vie, c'est-à-dire qu'il y a une position politique. Très bien. Et selon vous, est-ce que les systèmes d'information jouent-ils un rôle dans cette collaboration? Fondamental. Mais vous touchez quelque chose qui m'intéresse là, c'est la question du brevet. On peut appeler ça le brevet, la propriété intellectuelle ou là. Aujourd'hui, c'est important de définir qui c'est qui est responsable de la propriété intellectuelle et les conditions de partage. Donc le système d'information, une plateforme ouverte où on balance tout et tout le monde exporte, là, on sait aujourd'hui que tous les systèmes d'information sont assez facilement captables. On est d'accord, hein. Aujourd'hui, on a une plateforme, on a des mails aujourd'hui entre les DG et l'UNAPI France sur des projets, par exemple, c'est des plans, on travaille là-dessus. On s'envoie des mails, du coup, il enregistre chez lui, et puis après, ça se diffuse, quoi. Il peut y avoir, on ne signe pas une clause de confidentialité, un certain nombre d'éléments. En quoi une clause de confidentialité garantit une niveau qualité, un niveau supérieur, là, mais comme tout, elle ne garantit pas l'absence totale de risque, réduit le risque. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que on est dans l'économie sociale et solidaire. Ça ne veut pas dire que c'est un grand monde de lui, mais j'ai tendance à dire que le challenge, c'est plutôt sur l'opérationnel que sur l'ingénierie. Si on pouvait mutualiser l'ingénierie, et après il y a des territoires, alors quand on est dans la même gouvernance, c'est peut-être plus facile, parce que la question que vous citez, elle pourrait être concurrence à l'intérieur d'une même structure. Non, là c'est plutôt autre structure en fait, qui peuvent être à la fois partenaires. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, effectivement, ce que vous citez sur l'ingénierie est intéressant, parce que c'est un des aspects de la collaboration, notamment dans les entreprises à haute technologie, EADS, armement. On va coopérer, parce que du coup, on va mettre des ressources sur l'ingénierie, en fait, sur la recherche et développement, et pour autant, on va être concurrent sur le missile R3, par exemple. Mais par contre, mettre de l'ingénierie sur le missile R1, parce que du coup, c'est là où il va falloir... Et donc l'idée de la compétition, c'est celle-là, en fait. Et donc effectivement, les systèmes d'information jouent un rôle. Mais là, aujourd'hui, je connais une entreprise allemande, je crois, de mémoire, qui s'est un petit peu exonérée de la partie du développement en interne, et qui a mis une plateforme, je ne sais plus comment elle s'appelle cette plateforme, une plateforme où il lance des appels à projets, et n'importe quelle personne, le lambda, peut... Il y en a une, c'était... je ne sais plus quel, c'était pas le fluor, mais comment ils n'arrivaient pas à intégrer dans la pâte à dentifrice. Ils intégraient une molécule qui avait... Donc du coup, ils se posaient la question de... au lieu de la poser aux ingénieurs, ils ne trouvaient pas, en fait, je crois que l'initiative vient ça, avec leurs ingénieurs, ça fait je ne sais pas combien de millions d'euros par an, ils n'arrivaient pas à trouver la réponse. Mais parce qu'il y avait une espèce de formatage. Ils ont ouvert ça en plateforme, ils ont mis 15 000 ou 20 000 euros aux bénéficiaires, et du coup, ils ont eu une réponse opérationnelle, par, je ne sais plus, quelqu'un, un ingénieur en mécanique ou autre chose, la question de quelque chose de magnétique,
je pense que ça a été un peu magnétique pour l'intégrer. Ils ont la réponse. Mais là, on sort, on retouche des fonctions libérales. Mais il y a aussi, là, j'ai lu un article intéressant sur la coopétition dans le crowdsourcing d'idées, en fait. Crowdfunding. Crowdsourcing. Ah oui, crowdsourcing, j'ai compris. Alors, on va continuer. Hein. La troisième partie s'intéresse plutôt à l'implication. Comment vous partagez la valeur issue du travail en commun, par exemple dans Edipa ou dans d'autres coopérations, et comment est-ce prévu négocier? Comment vous partagez-vous la valeur issue du travail en commun et comment est-ce prévu négocier? Alors, les éléments de communication, hein, vous êtes sur la question de la communication? Non, sur l'implication dans la collaboration, parce que là, le système d'information, on y a répondu. Là, je suis sur la partie 3, les applications. Ouais. Et donc, quand il y a une collaboration, une coopération, il y a un travail en commun. Oui. Et donc, c'est en général, comment vous partagez-vous la valeur issue du travail en commun et comment est-ce prévu négocier? Est-ce que c'est... la rétribution, le partage de la valeur en commun. Oui. Ben ça, quand on est dans des choses de cet ordre-là, notamment quand il y a des enjeux économiques importants, il y a dans la convention, il y a des éléments qui font en quoi les différents acteurs bénéficient et quel niveau de bénéfice ils peuvent tirer de cette collaboration-là. Il y a une contractualisation. En fait. Vous arrêtez-il de retravailler avec un partenaire déjà connu ou chaque projet appelle-t-il de nouvelles collaborations? C'est difficile de dire qu'il y a une extrême ou l'autre. Oui. Mais j'ai tendance à penser qu'on ne sait pas où se cache le talent. Donc ça tend plutôt à la deuxième réponse. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a des entreprises ou des associations ou des secteurs où il y a, par attractivité de l'entreprise, plus de talent que d'autres. Donc aujourd'hui, effectivement, dans les collaborations, par exemple sur les services, sur la direction générale, des choses comme ça, je travaille peu avec la région. Parce que certains modèles de gouvernance sont aujourd'hui plus en avance sur d'autres territoires. Et il y a 2-3 associations nationales, qui sont issues du mouvement parental, pour rester dans nos orientations politiques, qui ont pris des initiatives intéressantes, pas toutes, hein, et donc on collabore sur ces éléments-là. C'est quand même... C'est difficile de dissocier la partie engagement politique de l'engagement technique sur ces fonctions-là de plus en plus. Tout à fait, mais il y a aussi le fait que... parce que l'idée aussi, c'est d'être dans les marchés publics, en fait. Et pour moi, un appel à projet produit par l'ARS, c'est un marché public. En fait, c'est une délégation de service public. Et donc, du coup, je pense que il y a des intérêts à travailler avec des partenaires qu'on connaît déjà parce qu'on sait comment ils fonctionnent, en fait. Donc, on sait comment va aller la collaboration. Voilà, on les connaît, on connaît les tenants, les aboutissants, on sait ce qu'on peut leur demander et on sait ce qu'ils vont nous demander. Mais en même temps, comme vous le dites tout à l'heure, il y a aussi l'idée de l'innovation et de la technologie, en fait, et que du coup, selon le cahier des charges du projet, avoir des nouvelles collaborations peut être intéressant. En fait. Il y a quand même une tendance sur la collaboration, c'est que l'aspect quantitatif prime assez rapidement. Pour des questions de moyens, pour des questions statutaires, de représentativité, et que ça doit être non négligeable dans le travail de collaboration. Ça, aujourd'hui, au fil de la vie, n'est pas très grand. Dans ces espaces de collaboration, certains acteurs n'auraient pas tendance à mettre l'expertise en avant, mais par exemple le quantitatif. Donc, je pilotais Edipa, la définition du leadership, par exemple, sur la question, parce que je pense que dans tout espace de collaboration, à un moment donné, il y a un leadership qui s'installe, c'est bicéphale ou autre chose, c'est compliqué. Et là revient la nature politique de l'entreprise, de manière générale, et stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des associations qui sont un peu plus gros sur le secteur d'activité ou un peu plus experts et qui ont envie de prendre le leadership. Parce que c'est l'expertise qui va prendre le leadership, parce que c'est la partie qualitative, la partie quantitative. C'est une question très clairement, moi, pour diriger au fil de la vie, j'avais pas le choix, j'avais pas la quantité. Et ça correspond à la même valeur. C'est-à-dire que je pense que c'est dans un rapport qualité-prix qui est toujours défini, mais je pense que je suis plutôt un élitiste qu'un... Voilà, donc si on a une compétence élite, de la mettre en pratique, plutôt se dire on va
tout le monde va avoir le même niveau sur une région et on va s'aligner vers le bas éventuellement parce que les ressources permettent. Donc du coup, je suis plutôt à promouvoir cette question-là. Ça fait qu'au fil de la vie, il y a aujourd'hui une posture un peu particulière sur notre territoire. Voilà, mais je pense que... Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous répondez ce que vous voulez. Ah non, non. Parce que du coup, quand on se retrouve sur une question, quels sont les intérêts à fonctionner de la sorte? C'est-à-dire aller voir des nouveaux partenaires ou de nouvelles collaborations? Vous avez dit la même chose de nouveaux partenaires ou de nouvelles collaborations? Non, d'aller voir des partenaires qu'on connaît déjà Ah, et d'aller voir des nouvelles... c'est la méthodologie. Méthodologie, confiance, c'est une chose. Moi, je préfère avoir un réseau fidèle. Et, alors, s'il arrive à s'étoffer, tant mieux. Et on ramène des nouvelles collaborations dans un réseau de collaboration, quel que soit le support de la collaboration. Mais c'est évident. Ça, c'est évident. Après, vous avez plus de chance là-dessus, mais les organisations changent bien à cause des humains, à cause de certaines orientations politiques. Et ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai. Il y a quand même plus de... Quand on cerne un petit peu les façons de travailler, d'engagement et voilà, la notion de respect des engagements, parce que franchement, c'est plus facile effectivement de collaborer avec des personnes de l'identifier. On va reprendre le cadre des coopérations toujours, en fait. Par exemple, selon vous, en fait, y a-t-il un transfert de connaissances lorsque vous collaborez avec un partenaire? Ah oui, fondamentalement. C'est pas toujours bien écrit. Ça, on parle d'un partenaire écrit. On met pas forcément quel type de ressources on utilise. On met souvent les ressources humaines, mais on met pas forcément la propriété intellectuelle ou l'héritage et tout ça. Mais pour des questions de temps et de méthode, dans le secteur marchand, je pense qu'ils sont bien meilleurs là-dessus. Mais encore. Hein. Mais oui, il y a forcément ce transfert-là. Il y a un double transfert. Certaines personnes, Idriss Aberkan, par exemple, on en parlait la dernière fois. Vous voyez qui c'est Idriss Aberkan, non? Non. Vous regarderez sur internet, c'est un petit jeune qui monte, enfin qui est plus jeune, il a 35 ans, hein, qui développe un concept qui est plus ou moins bien sur l'économie de la connaissance. Et un de ces concepts, c'est de se dire que la connaissance, c'est le seul support qui développe des richesses. 10 euros plus 10 euros égale toujours 20 euros. Par contre, une connaissance plus une connaissance sont égales à 3, donc 1 plus 1 égale 3. Vous conservez votre connaissance, il conserve la connaissance et vous créez une troisième connaissance. C'est un proverbe chinois, en fait. Ça peut être un proverbe chinois, voilà. Non, mais c'est-à-dire que si on échange chacun un objet, on repart chacun avec un objet. Oui. Si on échange chacun une idée, on repart chacun avec 2 idées. Voilà, par exemple. Mais qui font que 3, en fait. Oui, mais qui font même que... Oui, mais... Oui, après, voilà. Mais souvent, les communicants ont repris les vieux préceptes. Mais voilà, donc du coup, forcément qu'il y a un transfert de connaissances dès qu'il y a communication. Ok. Alors, selon vous, donc je parle toujours de la coopération, quelles sont les limites, les risques et inconvénients à cette pratique de coopérer avec d'autres acteurs? Les limites, les risques... Les inconvénients. Et les inconvénients. C'est toute la partie négative, donc je pense qu'il y a la partie positive qui suit après. Non, on en arrive à la fin là, donc du coup... Il n'y a pas quels sont les bénéfices, tout ça? Les bénéfices, c'est plus ou moins l'application, c'est ce qu'on avait avant, quoi, en fait. Hein. C'est le partage de connaissances, c'est la valeur issue du travail en commun. Comme dans toute relation, dans tout projet, dans tout acte, hein, il faut avoir les compétences pour envisager ce qu'on appelle le coût alternatif, les éléments positifs et les éléments négatifs d'une collaboration. Et du coup, là, il n'y a pas de limite, pour moi. Si on est presque prêt à... Je parle en tout cas dans notre exemple, hein, qui est... Imaginons que la limite soit... je sais pas moi, alors, de ne pas identifier... Une des limites, c'est de dégrader l'image d'une association par collaboration. Identifier en quoi la plus-value de l'un apporte la plus-value de l'autre, normalement, on ne devrait pas avoir une dégradation. On a conscience que si on ne maîtrise pas tous les enjeux et que les gens ne sont pas dans la transmission, la transparence de leurs points faibles que nous on n'a pas repéré, dans l'espace de collaboration, mode projet de soit au début, il peut y arriver. Ce qui est le plus embêtant, donc c'est de ne pas imaginer dans le secteur d'activité par exemple que voilà, on s'occupe
collabore avec l'éducation nationale, les enfants handicapés peuvent aller à l'éducation nationale. L'alternative, c'est qu'en allant à l'éducation nationale, ils peuvent découvrir des choses comme ils sont protégés, ils ne découvrent pas. On peut. Donc, certaines addictions ou un certain nombre de choses, alors qu'en IME, aujourd'hui, on prend cet exemple-là un peu moins. Ça, c'est une première chose. Donc ça serait dommageable que dans une coopération, on pense que c'est le monde de lui. Et plus on a conscience des éléments positifs comme des éléments négatifs, plus on peut tendre vers une vision. Disant, comment éviter que les éléments négatifs apparaissent, soit très clairement le traiter, soit leur donner une importance moindre que ce qu'on ne peut pas surréagir, et comment valoriser les points positifs. L'autre élément qui paraît un peu plus compliqué là dans les limites, c'est de ne pas penser que des actes, des rencontres, des actes ne peuvent pas avoir une incidence macro. Sans que dans la collaboration, il faut rentrer avec une dimension, pour moi, bienveillante. Donc les choses sont dites, elles sont comprises, se travaille en réseau, peu importe les modalités de collaboration, et que, quand on est dans cet élément-là, ben oui, si un CSA travaille bien que le CSA, est-ce que les associations vont fusionner un jour? Des fois, ça peut même être intéressant par stratégie de commencer par là, au lieu d'aborder directement le point X. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, du coup, c'est cette question-là, moi, ce qui m'embête, à la limite de la collaboration, c'est le manque de conscience. Ça veut dire, à un moment donné, ça, on n'a pas anticipé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lutter, il y a des coups alternatifs. Voilà. Ils vont au lycée, aujourd'hui, je ne peux pas changer le lycée. S'ils ont au lycée les problématiques sur l'exemple que vous décidez, il faudra que je forme l'enfant à ne pas accéder à ce vice, entre guillemets. Et les parents, là, ça peut pas ça. Donc, collaboration, on ne va pas tout arrêter parce qu'il y a un dysfonctionnement ou autre chose. Et ce qui m'embête plus, c'est qu'on ne prenne pas le temps, des fois, par des regards croisés, par le benchmarking, par autre chose, d'identifier. Alors, il faut bien s'arrêter, on ne peut pas faire que du SWOT ou des choses comme ça, de s'arrêter effectivement sur des incidences ou pas. Et puis, je crois qu'il y a un autre point, c'est l'humilité. On ne sait jamais ce que vraiment veut l'autre et ce qu'on veut peut-être nous, et qu'il y a peut-être des stratégies. Et que ça fait partie certainement du respect qu'on doit avoir dans la collaboration. C'est que si on collabore sur un point, certainement de l'autre côté, ils ont effectivement des éléments micro et macro qui pourraient être induits de cette collaboration, et c'est naturel. Et c'est naturel. C'est-à-dire, quand on coopère avec une femme, un jour peut-être on a envie d'enfant, et pourtant c'était pas dire le premier jour, mais ça devient dans la rencontre crée, si elle crée du plaisir, elle crée peut-être du désir et infiniment. Et vous, avez-vous vécu ou eu connaissance de conflits, tensions, échecs entre établissements sociaux et médico-sociaux lors d'un projet en commun? Ah oui. Forcément. Beaucoup. C'est la majorité d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la majorité, c'est la mise en place de coordination, d'espaces d'études de coordination, et aujourd'hui, on est plutôt sur un taux d'échec important. C'est ce qui fait encore que le modèle entrepreneurial unique, un peu capitaliste réunion, voilà, un peu en Alsace, mais bon, pour d'autres régions, fonctionne. C'est-à-dire que ça va plus vite et plus fort en interne, souvent. Même si on peut travailler en interne, je veux dire, la question. Vous mettez un projet d'établissement, quelqu'un, le directeur, n'agit pas du tout dans le fond ou dans la forme. Mais dans ces éléments-là, aujourd'hui, en tout cas moi en tant que DG, je vois sur la partie qui me concerne plus, c'est-à-dire les collaborations entre les établissements de fil de la vie, donc le directeur, je pense que quand la culture est commune, les valeurs communes, la méthodologie commune, on a de moins en moins de chances qu'il y ait effectivement des conflits ou des choses de ce ordre-là. Et quand on rapporte une nouvelle pièce qui fonctionne légèrement différemment, on peut avoir des conflits. Le conflit, c'est pour moi souvent l'incapacité d'anticiper une différence et de pouvoir identifier quelle concession ou quelle contribution chacun peut apporter pour porter un projet en confiance. Mais oui, sur la dimension gestionnaire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus critique sur l'autre que sur nous-mêmes. Donc quand on travaille en coordination, la moindre chose qui varie chez l'autre peut faire déstabiliser chez soi, quoi.
Ce qui est normal hein, quand on travaille directement ou indirectement la question de la marque. Alors si vraiment on n'est pas bon sur la marque, peut-être tout le monde à l'intérieur a envie de l'évolution de la collaboration ou sur la gouvernance ou autre chose, hein, ou sur quand un parent n'est pas content du tout de tous les services d'un CSA ou d'autre chose, peut-être il a envie de changer son structure, il le fera peut-être en mode rupture, en conflit ou autre chose. Je pense que le travail le plus important pour nous, c'est ce que je vous ai dit avant, d'identifier pour lutter contre ces conflits qui sont quand même très présents aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon niveau, c'est pas l'enjeu économique qui fait. Certains ont dit dans les regroupements que c'était l'enjeu économique, mais c'est pas non plus le non-enjeu économique. Ça veut dire qu'il y a des questions de regroupement pour des questions de culture d'entreprise, il y a des questions pour des questions de survie économique ou de performance économique, peu importe. Il y a des similitudes, des complémentarités dans la trajectoire de l'offre. Il y a des choses de ce genre-là. Il y a plein de raisons pour se regrouper. Mais quand elles sont mal pilotées, que l'ego est trop présent, que je me rends quand même compte que il y a un gros travail sur la question de la communication, sur la question des valeurs. Aujourd'hui, c'est les ressources humaines qui sont les plus lourdes en conflit économique et puis forcément ressources humaines. Mais voilà, aujourd'hui, le dialogue social, aujourd'hui, tous ces éléments-là ne sont pas des choses à négliger hein, pour venir. Mais il y a pas mal de conflits. Et selon vous, quels sont les facteurs clés de succès d'une collaboration entre établissements sociaux et médico-sociaux ? Comme pour toute étude, l'envie de concrétiser. Quand on a envie d'avancer, quand il y a une vision partagée, on peut. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus quelle référence, qui disait la vision. Vous la connaissez dans cette phrase, on en a parlé ensemble, je crois. C'est moi qui vous l'avais dit, oui, c'est Mandela. C'est quoi ? C'est Mandela. Allez-y. C'est-à-dire qu'une action sans vision est. Ah non, c'est pas ça. Allez-y, je veux bien l'entendre. Et que du coup, une vision suivie d'action en fait, peut changer le monde. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ah. C'est la vision se décrète et la stratégie peut se déléguer. Donc aujourd'hui, on voit aujourd'hui la directrice du Pôle Emploi qu'elle a une vision de son ATEP. Après qu'on commence par un projet immobilier, qu'on met deux ressources humaines ensemble, la stratégie pour l'avancer, voilà. Mais si elle n'a pas cette vision qui lui permet de prendre la hauteur, de s'engager sur l'avenir et de porter en termes d'engagement, en termes d'incarnation, ça, c'est compliqué. Donc c'est la question de la confiance dans cette vision, la question de ça. Donc aujourd'hui, les premiers facteurs, pour moi en tout cas, ils sont là-dedans. Et après, il y a tous les facteurs effectivement opérationnels. Voilà, mais on a tendance en termes d'exigence de balayer un certain nombre. Il faut avoir cette notion d'exigence, mais on en oubliera certains. Très bien. Avant de passer à la conclusion, en fait, moi, dans les différentes recherches que j'ai pu faire, en fait, il y avait deux questions que j'avais envie de vous poser. La première, c'est souvent dans ce que moi j'entends dans mes interviews, c'est que la question de la relation est fondamentale. Hein, vous l'avez vous-même dit, mais est-ce que aujourd'hui ces coopérations-là, elles ne sont pas trop acteurs dépendants ? Si, alors pourquoi si ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui laisse place au leadership. On est tellement dans une abondance de projets, d'informations et tout ça, que le leadership technique, enfin, vous avez déjà parlé peut-être des 3 leaderships qui existent, selon un intervenant allemand que j'ai rencontré, pas les 3 leaderships, le technique, l'historique et le charismatique. L'histoire, aujourd'hui, est bouleversée avec la vitesse, la fréquence, là. La technique, aujourd'hui, elle peut s'acquérir très vite avec les liens, et du coup, ça laisse place. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que un Blaise Dichler soit pas meilleur qu'une autre personne sur l'organisation de 5 jours. Voilà. Mais sur son CV, il y a tellement d'informations que peut-être qu'il ne l'a pas marqué. Donc le leadership technique, et puis aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en capacité de prendre un modèle, de le déployer.
peut-être pas de le créer, mais de le déployer. Donc tout ça fait que l'histoire, c'est un lien avec la culture, la reconnaissance, la place des gens, un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, comme on est beaucoup dans le zapping, comme on est un peu perdu dans certains repères en France un peu moins, mais sur d'autres pays plus jeunes, il y a moins d'histoire déjà, il y a plus, voilà, et il y a un brassage culturel, une mondialisation, donc du coup, par contre le leadership charismatique, ouais, il est là. Et là, il s'appuie effectivement sur l'acteur dépendant, quoi. Et aujourd'hui, il y a certains acteurs dépendants avec une déclinaison culturelle. Par exemple, vous voyez, hein, aujourd'hui, les leaders mondiaux politiques sont plutôt pas dans le soft skill, quoi. Mais c'est pas pour ça que ça n'a pas changé pas longtemps. Donald Trump n'est pas un leader du soft skill. Ouais, mais du hard skill non plus, je trouve. Du discours, mais pas. Mais, ouais, mais voilà. Mais hard skill dans la communication. Oui. Dans les faits. Voilà. Aujourd'hui, qui c'est qui est dur? Aujourd'hui, au XXIe siècle, à part. On a moins d'exécution. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on voit bien que c'est ceux qui portent un message unique, en fait, en tout cas qui est entendable, en fait, quasi totalitaire, qui sont écoutés. Oui. Voilà. Et quand on voit le nouveau Premier ministre anglais, en fait, c'est ça, c'est le pro-Brexit. Oui. C'est très simple à comprendre pour les gens, en fait. Et donc, du coup. Sauf que il y a des conditions de la réussite. Oui. Quand vous êtes dans l'acteur dépendant, il faut que vous ayez assez vite. Alors, soit vous êtes quelqu'un qui a un vrai leadership charismatique, mais là, on est dans le soft skill. De toute façon, le hard skill, en tout cas, dans le pouvoir, on va dire, le hard a la nécessité d'aller vite. Le soft, par contre, a l'autre nécessité d'aller doucement. Donc, pour moi, dans le charismatique, je serais plutôt dans une partie du soft. Alors, vous avez des gens, en 30 secondes, ils rentrent dans une pièce hard. C'est pas au sens dur, méchant, hein. Oui. Là, ça peut l'être, vous parliez de certains discours totalitaires. Mais ils rentrent dans une pièce, ils prennent la place. Mais c'est pas dans le soft skill. C'est certes charismatique, mais oui, ils prennent la place. Après, vous avez d'autres qui sont, ils ont quelques codes, ils prennent leur place, et puis tout d'un coup, ça monte en gamme, et tout d'un coup, ils ont une place plus ancrée. Aujourd'hui, on est effectivement une société qui va plutôt vite, donc toute la partie hard est un peu plus intéressante. On est dans une réflexion de transition, et donc du coup, sur l'élargissement de la problématique au non individuel, à la volonté de cette chose, donc le soft skill reprend peut-être indirectement un peu de leadership. Mais ce que je voulais dire de façon importante, c'est que l'acteur dépendant, aujourd'hui, il doit être aligné dans son mode d'intervention par rapport à l'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la dimension charismatique. Vous êtes dans un modèle managérial très descendant. Vous avez un contrat à faire, il se peut, ça peut être très descendant en termes de soft skills, c'est-à-dire je prends mon temps, j'ai fait une assise, j'ai créé ma structure, tout va bien. Puis il y a l'autre qui vient, il rentre dans une personne, il rentre dans une place, il dit c'est moi qui prends la décision. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec tout geste et posture, on a besoin pour le leadership, l'acteur dépendant là, qu'il soit aligné. Parole, tous les actes de communication. Et là, la place à la communication est quand même très très importante aujourd'hui. Et l'incarnation, vous parlez, voilà, être aligné, être incarné, que les gens ils sentent, qu'il y ait une confiance. On est dans une recherche de confiance. Et l'humain donne encore aujourd'hui un peu plus de confiance que l'écrit. Mais on sait maintenant aujourd'hui, le présentiel est revenu à la première chose. Pourquoi c'est une commerce de proximité, un certain nombre de choses, voilà. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus si un produit bio, il est bio dans sa traçabilité. Même dans l'écrit, on ne lit plus parce qu'on a tellement d'écrits, donc on a perdu un certain nombre de choix entre le temps qu'on va accorder au produit et sur lesquels on devrait associer, ou le temps qu'une personne va vous le dire et en impact. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus acteur dépendant que ce que je pense qu'on a été. Très bien. Et la deuxième chose que j'ai aussi repérée, c'est qu'en fait, est-ce que selon vous, ce système de compétition, donc du coup des stratégies d'entreprise qui sont à la fois dans la compétition sur des secteurs d'activité et en coopération sur d'autres secteurs, est-ce que ça entraîne dans le secteur médico-social de l'innovation managériale? Vous pouvez répéter la question? Ça m'intéresse de la façon dont vous l'avez tourné. Est-ce que dans le système compétitif, en fait, où sur certains d'activité on peut être en compétition et sur d'autres secteurs
d'activités en coopération, en fait. Là, c'est le secteur marchand, là, vous parlez, hein. Enfin, d'autres secteurs d'activité. Mais là, je voudrais justement dans le secteur médico-social, est-ce que selon vous, ça a instauré ou instillé de l'innovation managériale? Le fait que dans l'autre partie du monde, on va dire, liée à la compétition, est-ce que ça a influencé le fait qu'il y ait la compétition en secteur marchand? Moi, je pense qu'il y a de la compétition dans le secteur médico-social, en fait. Et donc, du coup, est-ce que ça a créé de l'innovation managériale? Et ça a même bouleversé pour moi les structures. Mais après, ça reste mon avis, c'est Paul. Je pense que je suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup de compétition dans le secteur médico-social il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ah, ça, je suis d'accord, oui. Je pense que s'il y a de la compétition aujourd'hui, c'est parce que le modèle embryonnaire entre la dépense publique d'État un peu gelée et le modèle économique. Ah, c'est sûr que c'est lié à la raréfaction des ressources, on est Voilà. d'accord, et que c'est lié surtout, enfin, pour moi, la compétition, c'est mon avis, hein. Elle est liée à l'autre 2009, quoi, et HPST. C'est qu'en fait, quand on met en place pour le secteur médico-social une dimension d'appel à projet, et que du coup, plusieurs structures peuvent y répondre et qu'on choisira la structure qui nous semble la plus adaptée, c'est de la concurrence. Oui, alors la question que vous voulez dire, est-ce que on passe de la collaboration à la compétition et on tend à la concurrence, ou est-ce que tout revenir vers la compétition? C'est ça que vous voulez dire? Moi, en fait, le modèle qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est le modèle de la coopétition. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, même l'État, l'ARS, est paradoxal dans ses demandes, parce que du coup, dans un appel à projet qui est intrinsèquement un appel à projet, puisque c'est une compétition, en fait, et dans cet appel à projet-là, ils ordonnent ou ils font de l'injonction à la coopération. Ouais. Et finalement, est-ce que vous croyez que les réponses à appel à projet aujourd'hui sont très compétitives? Oui, je pense que du coup, il y a un certain nombre je pense que le secteur est encore en train de se structurer, hein, à mon avis, mais déjà, je pense que les grosses associations, en fait, et même les petites, comme Au Fil de la Vie, qui a fait le choix de développer une direction générale, en appui et en ressources des établissements, et notamment avec un poste de développement qualité, c'est bien que du coup, on est dans un système de coopétition. En fait. Oui, alors, aujourd'hui, très très clairement, on est dans une fausse compétition. On fait un peu marginalisé, mais voilà. Mais aujourd'hui, l'ARS, je prends l'exemple de l'appel à projet. Hein, je vous parlais sur l'appel à projet. Aujourd'hui, les appels à projet sont décidés avant sur des éléments qui associent le quantitatif et le qualitatif et qui demandent au quantitatif, pour pas qu'il y ait une hégémonie du quantitatif, de travailler en réseau avec d'autres structures. Si aujourd'hui, vous avez un groupe qui fait des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes santé mentale, ou même santé mentale, on va prendre l'exemple, les DIPA, collaboration CMP, CAMS, qui dit qu'indirectement l'ARS a une visibilité que le CMP et le CAMS ne sont pas dans un groupe et que la compétition elle est déjà tronquée. C'est juste une question de définition d'ensemble. Il faut travailler, je sais pas, à mon avis, ça sur ces emplois. On travaille l'emploi accompagné. On y rajoute la mobilité parce que dans l'appel à projet CCH, c'est là-dedans. Et finalement, on travaille avec un partenaire qui, aujourd'hui, juridiquement, c'est-à-dire une question d'ensemble, mobilité mon emploi, qui n'est pas parmi nous, mais qui aujourd'hui fonctionne grâce à une personne acteur dépendante qui est Florence, qui venait de ce secteur-là, mais une confiance qu'au fil de la vie, enfin, moi, en tant que directeur général et le conseil d'administration, tant que ça rentre dans les missions du projet, on soutient. Juridiquement, on arrive certainement à être le plus gros financeur, donc on peut se poser la question que quand on a des parts dans une budget, est-ce qu'on est encore dans la compétition en concurrence? C'est vraiment une question de définition d'ensemble. L'ARS aujourd'hui, clairement définie, aide à la collaboration plutôt qu'à la concurrence. Hein. On est quand même, c'est un nouveau moyen. Hein.
Aujourd'hui, oui, mais en 2009, les appels à projets, en fait, a aussi, pour moi, structuré le secteur, en fait. Et aujourd'hui, c'est parce que du coup, il y a un gros acteur régional. Mais je pense que sur le territoire du Haut-Rhin, si demain, il y a un appel à projet sur les CESAD, en fait, qui est sur le Haut-Rhin, au fil de la vie, est tout aussi légitime qu'un autre à s'y positionner, en fait. Et même à s'y positionner en tant que je prends l'appel à projet à mon compte, ou même à proposer une coopération, même avec le plus gros du secteur. Enfin, c'est pas. Ça répond à la question acteur dépendante. Oui. Aujourd'hui, celui qui prendrait le leadership, s'il a et la structure et l'acteur dépendant liés, effectivement, pour prendre ce leadership, aujourd'hui, on a. Ce que je disais, c'est que les appels à projet de la loi de 2009 a quand même favorisé fortement la non-concurrence. On croit que ça n'a pas la concurrence, évidemment, mais aujourd'hui, ça leur a permis d'avoir des exigences. Vous parliez de collaboration supérieure que peu de personnes ont, notamment certifiées par écrit ou autre chose. Certains petits acteurs qui n'avaient pas les moyens parce que c'est quand même, ça coûte d'être en collaboration, on va peut-être pas parler, mais ça coûte d'être en mode collaboration. Rechercher des collaborations, il y a des compétences pour intervenir en réseau et pas marcher sur les plates-bandes de l'autre, enfin, toutes ces questions-là, c'est vraiment, il y a une posture managériale du travail en réseau et en collaboration. Aujourd'hui, ça fait que, vous voyez, l'offre propriétaire gestionnaire est moins importante qu'il y a 5 ou 10 ans et ça va avancer dans ce sens-là. Donc c'est l'anti-concurrence, on peut dire. Donc c'est la tendance à la collaboration qui a été développée par les appels à projets, par le type d'appel à projet et par les réponses favorables qu'ils ont données aux structures. C'est pour ça que je vous dis, au fil de la vie, a gagné 2 ou 3 appels à projet depuis là. Mais aujourd'hui, le modèle qu'au fil de la vie a un petit peu, très clairement, ça pourrait être la coopétition, mais pas œuvrée par l'État. Non, mais voilà. Je pense qu'une des formes, et ça c'était le cas dans une étude sur alors ça je ne vais pas forcément le retranscrire, mais sur les cabinets d'architectes, en fait, c'est que l'innovation managériale qui existe aujourd'hui, c'est ce que les auteurs appellent une coopétition latente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain niveau de collaboration qui existe en dehors des appels à projets, de par envie, de par choix, de par stratégie, voilà, et que cette niveau de collaboration permet justement de pouvoir être réactif à un appel à projet. En fait, quand on a un appel à projet qui paraît, en fait, de dire, tiens, toi et moi, ça fait longtemps qu'on collabore, on pourrait y répondre conjointement. Aujourd'hui, vous parlez de 2 choses intéressantes. Vous parlez de la dimension latente. Je ne sais pas si elle est latente. Pour moi, c'est la question du mouvement. C'est-à-dire qu'elle est présente, elle est agile. Je prends l'exemple, la Maison Bleue travaille très bien avec notre CESAD. Il y a un appel à projet DIPA qui associe la santé mentale et le médico-social. Il y en a un qui dort et l'autre qui est actif. Il y en a un qui est actif, qui porte le projet, qui travaille en leadership sur la compétition, je prends cet exemple-là. Alors il est même actif sur le département, donc c'est pour ça qu'on a un pas là-dessus, enfin sur le territoire de santé 4 en tout cas, et il va voir la personne en disant on travaille déjà ensemble. Et du coup je te rappelle que tu as ce que vous appelez la collaboration ou la compétition latente, et je l'active pour aller chercher. Est-ce que l'intérêt est totalement neutre ou pas? Est-ce qu'on est sur on retouche effectivement la dimension de coopétition. On peut utiliser la collaboration comme un outil de concurrence à spectre élargi. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui, la coopétition est un concept, je ne sais pas depuis combien de temps il a été créé ce concept. Parce que dans les années 90. Ouais. Parce que là, c'est une question conceptuelle. La coopétition existe depuis longtemps, je pense. Où on n'est pas juste une case, et dans ce secteur-là, on n'est qu'en collaboration, et puis on sera en collaboration avec tout le monde, puis on sera encore en concurrence. Oui, je suis d'accord, elle a été conceptualisée que dans les années 90, ça existait avant, mais en fait, la question de la coopération, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur des dimensions managériales, en fait, on a toutes les études sur... il est bon de collaborer, en fait, pour faire grossir le gâteau et que chacun ait une part du gâteau. Et non pas, je vais être dans la compétition pour avoir la plus grosse partie du gâteau, mais un gâteau qui restera restreint. Mais l'Europe, ça fait ça. Je sais pas, je suis pas allé jusqu'à les organes politiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que le système capitaliste et libéral, c'est l'ultra-concurrence aujourd'hui, c'est de dire, tiens, on a un gâteau qui fait 1000, en fait, et moi je veux la plus grosse part de ce gâteau.
Donc, je vais être plus concurrent, plus compétitif, plus dans la R&D, je sais pas, stratégie c'est la stratégie typique de l'offre de prix, quoi. En fait, tiens, mon concurrent, il a 3 euros, je mets 2,99 €, pour pouvoir avoir la plus grosse part du gâteau. Alors que si les gens sont amenés à collaborer ensemble, peut-être que ils vont être tous les deux à 2,50 €, parce que du coup, la part du gâteau elle va être plus grosse. C'est ça la stratégie. Aujourd'hui, ouais, oui, comme vous voyez, ils partagent l'Europe dans l'histoire entre enfin, les familles espagnoles qui mettaient leurs femmes à un endroit, ils étaient en mode concurrence, il y a eu des guerres, enfin des choses compliquées sur les territoires, et en même temps il y a un mode de collaboration parce qu'ils mettaient quand même leurs femmes en position avancée à un endroit. Ils ont là tout le temps collaboré, et puis après la moindre subtilité ou un conflit, ça légitimait justement un mode concurrence ouverte, on va dire, et là-dessus. Donc j'aurais tendance à dire que le mot compétition, moi, c'est-à-dire, il a toujours existé dans le concept, parce l'être humain n'est pas arrêté, et que dès qu'il y a une notion d'intérêt, il est capable de s'adapter. Après, est-ce que c'est, parler d'acteur dépendant, est-ce que c'est lié à un manager, un homme présidentiel, ou est-ce que c'est une organisation composée d'hommes, ou un ensemble politique, ou autre chose? Il y a certainement un peu de tout. Il est évident que culturellement, par exemple en France, je trouve qu'on est moins dans la collaboration que les anglo-saxons, par exemple. Et c'est certainement ce qui a fait un frein au développement économique et qui fait qu'aujourd'hui, les latins sont... Voilà, je veux dire, aujourd'hui... Alors, ce qui est intéressant quand même dans ce qu'il y a à dire, c'est on ne peut pas opposer il y a des questions de valeur politique dans la coopétition. Aujourd'hui, je veux dire, Allemands et Français peuvent s'entendre sur certains éléments, mais il reste des freins à l'Iran ou à des choses, même s'il y aurait certainement des intérêts à faire 2 et 2,50 € comme vous dites. Il y a encore des freins. Et aujourd'hui, je pense que la question que vous... Là, elle est politique. Pour moi, la question... et au fil de la vie, c'est la même chose. Si aujourd'hui, je vous dis... alors c'est difficile, hein, le politique prend le pas quand même sur beaucoup d'endroits. Vous travaillez avec... et une politique, c'est pas... En tout cas, je ne le résume pas à une personne. Hein. On est d'accord. Hein. C'est le premier sens du mot politique, hein, qui est de définir ce que la police, entre guillemets, va devenir, quoi. Le lieu. Oui, on est d'accord. Et ça, je pense que c'est important qu'on ait conscience aujourd'hui. Quand vous parlez de rapprochement, c'est ça le CAPS en interne, quand vous parlez, j'étais la semaine dernière avec des acteurs qui devraient intervenir sur le territoire et qui n'interviennent pas sur le territoire, en mode collaboration. Du coup, on se rend compte vite, effectivement, si c'était pas une façade de collaboration pour être meilleur sur la concurrence et récupérer les parts de marché, quoi. Oui. Et ça, c'est envisager les forces en présence. Et il faut des garants, les fonctions statutaires, là, vous parlez d'acteurs dépendants, elles ne doivent pas prendre le pas sur l'opérationnel de choses, mais elles doivent garantir de porter l'image ou leur place statutaire. C'est-à-dire que c'est eux qui définissent les contours de l'entité. Alors, il y a des organisations en France, des conseils d'administration pour le associatif ou autre chose, mais c'est quand même eux. Alors on arrive à la conclusion, et selon vous, y a-t-il un point que nous n'avons pas abordé au cours de cet entretien? Sur la compétition? Ou sur collaboration et sur... La compétition? Peut-être un point managérial. C'est quels sont les outils, peut-être que nous pourrions, qui sont aujourd'hui existants, pour inviter les gens à passer d'un modèle à un autre et rester là. Peut-être que je ne l'ai pas trop senti. Oui. Management, vraiment sur la fonction managériale. Comment fonctionner en réseau, identifier, voilà. Et je sais qu'au fil de la vie, c'est quelque chose qui est à peu près incarné et pas structuré. Vous avez la différence? Oui, je vois bien la différence. Mais après, voilà. Je sais pas, enfin, vous pensez qu'on l'a abordé sur ça?